Merci de nous rejoindre dans nos studios d'ici Beyrouth pour une nouvelle émission d'ici l'entretien. Nous recevons aujourd'hui Nadim Jmeil, député de Beyrouth, d'Achrafiyeh. Merci Nadim Jmeil d'être avec nous. Merci à vous, Marc. Alors, ce 7 octobre marque les 2 ans de l'attaque du Hamas sur Israël. On a vu le résultat. C'est une catastrophe, une erreur historique. Toutes les guerres, je crois, qui ont eu lieu dernièrement, depuis même, depuis... On va parler du front de soutien dans Oui, un instant. toutes les guerres qui ont essayé de renverser la donne ont été des guerres catastrophiques sur tout le monde arabe. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour tout le monde, surtout le monde arabe, de bien comprendre que la guerre n'aboutit nulle part et qu'aujourd'hui, s'il faut utiliser des moyens, ce sont des moyens démocratiques, des moyens de paix, des moyens d'ouverture pour véritablement pacifier cette région. Alors, le Hamas a accepté le plan de Donald Trump. Il l'a même remercié. Il négocie aujourd'hui au Caire la libération des otages et il accepte la remise de ses armes. C'est quand même un paradoxe terrible quand on sait que le Hezbollah a déclenché une guerre de soutien à Hamas. Ça, c'est toute la question de l'axe de la résistance ou l'axe du mal qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Il est clair que ce qui s'est passé le 7 octobre était une tentative, je dirais probablement la dernière tentative de cet axe du mal, de pouvoir essayer ou d'essayer de s'imposer comme étant un initiateur d'un certain changement. Il est clair qu'aujourd'hui, après 2 ans passés après le 7 octobre, et surtout après une année suite à l'attaque fracassante d'Israël sur le Liban, il est clair qu'aujourd'hui, les armes et cette tentative de guerre étaient complètement absurdes et complètement nulles. Et ça a fait qu'aujourd'hui, le changement et le nouveau passage qui doit avoir lieu, c'est le passage vers la paix et le passage vers une nouvelle ouverture de ce monde arabe sans l'axe du mal et sans l'axe de la résistance qui a démontré qu'il était complètement à côté de la plaque. On va voir d'ailleurs si le Hamas au Liban remet ses armes aux autorités libanaises. C'est pas garanti du tout, ça. Ça, je crois que c'est une question qu'on doit poser à l'État libanais. Je crois que l'État libanais devrait se prendre un peu plus au sérieux et imposer tout ce changement. Parce qu'aujourd'hui, il est à rappeler que le Liban, depuis 1969, depuis les accords du Caire, jusqu'à aujourd'hui, s'est positionné dans un axe de soutien aux Palestiniens et à tout cet axe du mal. Donc, on est passé par une résistance palestinienne, on est passé par une résistance nationale et puis on est passé à une résistance islamique qui est le Hezbollah. Aujourd'hui, ces 3 résistances ont démontré leur absurdité. En 1982, les Palestiniens sortaient de Beyrouth. La résistance nationale a démontré son incapacité et aujourd'hui, la résistance islamique a démontré aussi son impossibilité à résister ou bien son impossibilité à protéger le Liban. Donc aujourd'hui, on passe à une nouvelle ère et c'est aujourd'hui à l'État libanais lui-même de dire que c'est fini. Le rôle du Liban n'est plus du tout un rôle de soutien ni aux Palestiniens, ni aux Arabes, ni à quiconque. Le rôle du Liban, aujourd'hui, est de se positionner dans une nouvelle ouverture, dans une nouvelle complexité du monde arabe et de se repositionner comme étant un défenseur de la culture, de la liberté et de la souveraineté et surtout de la démocratie au Moyen-Orient. Alors, le paradoxe, c'est que le Hamas, aujourd'hui, s'apprête à remettre ses armes à l'État palestinien, dont on ne connaît pas vraiment les contours, alors que chez nous, le Hezbollah continue à défier l'État. Il ne veut pas remettre ses armes, tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut lui enlever ses armes? Est-ce que c'est le sens de l'histoire ou est-ce qu'il va s'en remettre? On sait très bien que le Hezbollah ne va jamais remettre ses armes aussi facilement. Ce n'est pas une question d'armes, c'est une question d'idéologie, c'est une question à quoi servent véritablement ces armes. Et ces armes ne sont pas liées, à mon avis, à la conjoncture libanaise, mais bien au-delà des frontières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Hezbollah va sûrement dire non, mais c'est à l'État libanais de prendre une décision très claire. L'État libanais? L'État libanais, oui, s'il le décide, peut effectivement imposer ce nouvel état de fait. Surtout que le Hezbollah a été véritablement
affaibli durant ces dernières années. Il faut dire que si nous avions pris cette décision il y a déjà 6 ou 7 mois, il aurait été beaucoup plus facile à l'État libanais de le faire que s'il le fait aujourd'hui ou bien dans 3 ou 6 mois. C'est pour ça qu'il est important et très rapidement que l'État libanais prenne une décision ferme, stricte et directe concernant les armes du Hezbollah pour qu'on puisse imposer cette décision et pour qu'on puisse démilitariser le Liban. Le rôle du Liban et le rôle du Hezbollah déjà a changé, mais surtout le rôle du Liban comme étant un socle, un réceptacle pour toutes ces résistances qui ne servent strictement plus à rien, comme les résistances palestiniennes à l'époque, ou bien les résistances nationales, ou bien les résistances islamiques. Aujourd'hui, ce socle libanais ne peut plus contenir et ne peut plus jouer ce rôle, et donc il est temps de changer. Et c'est toute la vision du Liban, tout le rôle du Liban qui doit changer en prenant une décision pareille. Vous avez quand même une armée qui est le Hezbollah, qui est dans le déni total. Les derniers éléments de langage qu'on entend ces derniers jours, c'est que c'est une immense victoire que le Hezbollah a remportée, ne fût-ce que par le cessez-le-feu qui, soi-disant, aurait empêché l'armée israélienne d'entrer au Liban. Et ce week-end, Mohamed Rad a quand même dit que le Hezbollah a récupéré tout son arsenal, toutes ses capacités. Donc on est dans une schizophrénie totale. Je crois qu'on est dans un déni total déjà, et nous sommes dans une phase d'agonie, et le Hezb est en train d'agoniser, ce sont ses derniers moments, il est en train d'essayer de taper à gauche et à droite pour essayer de se soulever ou bien de se relever, sauf qu'il est très clair que toute la narrative du Hezbollah que nous avons entendue depuis le 8 octobre jusqu'à aujourd'hui a été complètement siphonnée, disons. Déjà, au départ, on était en train d'entendre que le Liban est une terre de soutien aux Palestiniens et que nous n'arrêterons pas les combats avant que les Palestiniens n'arrêtent. Donc nous avons arrêté déjà avec le cessez-le-feu avant que les Palestiniens n'arrêtent. Aujourd'hui, les Palestiniens sont en train d'arrêter. Nous avons changé notre narrative pour dire, ou bien pas nous, le Hezbollah a changé sa narrative pour dire que nous allons continuer parce qu'aujourd'hui c'est une question de défense personnelle et c'est là une défense des armes et non plus des Palestiniens. Nous sommes, après la signature de l'accord de cessation d'hostilité, nous avions commencé à entendre que nous voulions libérer les 5 collines du Sud, ramener les prisonniers de guerre, etc. Aujourd'hui, nous n'entendons plus du tout parler de ça. Nous sommes dans une autre logique, nous sommes dans une autre narrative aussi, ce qui démontre que le Hezbollah est en complète décalage et il est en agonie. Il essaye d'utiliser tous les moyens qu'il a, les moyens vocabulaires, disons, tous les éléments de langage qu'il a pour pouvoir se défendre. Sauf qu'aujourd'hui, il faut créer une narrative parallèle qui est la narrative de l'État, ce que l'État n'est pas en train de faire, parce que l'État, jusqu'à présent, n'a pas encore décidé strictement de la décision et de la lignée qu'il veut prendre. Et on nous dit quand même, alors c'est pas très vérifié, que l'armée est quand même en train de mener des opérations, mais très discrètement. L'armée, à mon avis, est en train d'avancer, surtout au sud du Litanie. Maintenant, dans les autres régions du Liban, je ne sais pas, nous n'avons pas d'informations claires, mais il est clair qu'au sud du Litanie, l'armée est en train de faire une petite avancée, une petite percée, ce qui est très bien. Sauf que la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a véritablement eu un accord entre le président de la République avant d'être élu et le Hezbollah sur une entente que on fait ça et on exécute au sud du Litanie et on ne touche pas à l'arrière-pays. Et là, je pose une grande question parce que ça fait presque... mais ça, le président, dans son discours d'investiture, a dit le contraire. Hein. Oui, mais nous avons entendu un discours de Hassan Fadlallah il y a à peu près 15 jours de cela, qui dit et qui cite effectivement qu'il y a eu un accord entre le Hezbollah et le président de la République à l'époque, pas à l'époque, au moment de son élection, et qui... c'est probablement faux, parce que... C'est probablement... ça va alors là, de tout ce que déclare le président. Exactement, et c'est là où je demande à la présidence de la République
de sortir un communiqué. Il n'y a pas de communiqué qui est sorti depuis 15 jours jusqu'à aujourd'hui, disant ou citant que ces déclarations sont fausses, sont erronées, sont mensongères, etc. Il ne peut pas non plus commenter toutes les Non, rumeurs mais toute la journée. c'est pas une rumeur. Ce n'est pas une Oui, rumeur. mais la désinformation du côté du Hezbollah est Ce n'est pas une permanente. rumeur, c'est une réalité aujourd'hui. Surtout avec comment les choses sont en train d'évoluer dans le pays. Il nous apparaît qu'il est très probable qu'un tel accord ait été conclu. Et c'est là où je redis et j'insiste sur ça. L'État n'a pas encore pris une décision ferme à ce niveau. Est-ce que c'est relié à un accord sous-jacent qui a été mis en place entre le Hezbollah et la présidence? Je ne sais pas. C'est très peu probable parce que il y a eu tous les discours et toutes les actions et le 5 et 7 août où on a dit les armes légales dans tout le pays, nord, sud, mais je voulais vous dire, alors bon, on voit bien qu'il se passe pas grand-chose. Ça, on peut reconnaître. Alors tout le monde, beaucoup de gens disent, après Gaza, c'est le Liban. C'est le Liban. Vous y croyez, ça? Sans aucun doute, oui. Vous croyez à la guerre contre le Liban? Je ne sais pas. C'est pas une question de guerre, c'est une question de bras de fer. Aujourd'hui, le bras de fer à Gaza est presque terminé, ou bien il va se terminer dans les quelques jours qui viennent. Aujourd'hui, connaissant la situation régionale et sachant dans quelle mentalité les Israéliens sont et avec quelle mentalité ils ont entrepris toute la guerre, que ce soit à Gaza, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban ou même en Iran, il est clair aujourd'hui que les Israéliens ne vont pas rater le coche et ne vont pas rater l'occasion de démilitariser toute cette région. Ils l'ont fait à Gaza et ils vont la faire au Liban. Je ne dis pas que ils veulent arriver à un traité de paix ou pas, mais il est clair aujourd'hui qu'il y a un changement dans la région qu'il va falloir imposer. Le ministre de la Défense a dit ce week-end qu'il n'y aura pas de guerre. Le Libanais? Oui. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas, mais il est clair aujourd'hui que tous les rapports qu'on lit, que ce soit internationaux, que ce soit dans les think tanks internationaux, ou que ce soit au Liban, ou que ce soit les rapports de presse israélienne, il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou vient de conclure une avancée ou une percée très importante avec l'aide de Trump à Gaza et en Palestine. Aujourd'hui, Trump, à mon avis, et les Israéliens vont profiter de cette mouvance qu'ils ont pour conclure définitivement la question de la démilitarisation de la région et du Liban. En même temps, ce serait plus logique, si on veut dire, qu'ils attaquent l'Iran, qui est quand même... Parce qu'ils peuvent attaquer le Liban 36 fois. Si le régime iranien reste en place... je ne dis pas que... C'est peut-être la guerre contre l'Iran. Je ne dis pas qu'il va y avoir une invasion ou une guerre contre le Liban, mais il va sûrement y avoir un conflit, un bras de fer avec la tête de tout cet axe du mal, qui est l'Iran à la base, et surtout il suivra l'Irak et le Liban. Okay. D'accord. Oui, mais continuez, pardon. Non, je disais juste que ce bras de fer va être un bras de fer très difficile. Ce n'est pas une question de guerre ou pas, mais c'est une question de démilitariser toute la région. On ne peut plus vivre dans une région qui est tellement tendue et tellement sous menace d'armes et de guerre continue et quotidien. Ouais. Un mot sur la Syrie. Les déplacés semblent rentrer, une partie. On n'a évidemment pas de chiffres. Vous en avez des chiffres? Non, pas vraiment. Comme en tout cas, il n'y a pas de chiffres officiels. Alors, aussi, il y a des élections, entre guillemets, au Parlement syrien depuis hier. Des élections, ce sont les membres qui sont désignés, dont un tiers sont désignés par Ahmad al-Shara, ce qui est un bel exemple de démocratie. Et donc, vous avez une réaction là-dessus? Je vais dire que c'est le modèle. Je ne suis pas là pour justifier, ni même pour critiquer, mais je veux juste dire que dans tous les modèles d'après-guerre, dans tous les pays, même en France après la Seconde Guerre mondiale, ou bien au Liban après Taïf, on se rappelle que beaucoup des députés ont été désignés à la base. Mais c'était un début de processus démocratique qui se met en place. Et je crois que ce qui se passe en Syrie, d'ailleurs, Sharia nous en avait parlé il y a déjà 6 mois de cela, que le processus démocratique va prendre 4 ans pour se mettre en place. Il faut mettre en place un parlement, et puis après, désigné ou pas, mais il y a un processus qui se met en place, et ce qu'on voit en Syrie, à mon avis, avant même, mettons de côté la question parlementaire ou la question des élections ou pas, mais il est clair que le vecteur directeur
du nouveau régime en Syrie est un vecteur directeur qui se place en premier vers l'ouverture économique, l'ouverture régionale et vers la démocratie, et en espérant que cela aboutisse. Vous semblez relativement complaisant avec Ahmed El-Shara. Il y a les problèmes avec les Druzes, les problèmes, on le voit là dans Wadi Nasser avec les chrétiens, il va sûrement y avoir. Il désigne des députés, c'est quand même pas la Finlande. Non, c'est sûrement pas la Finlande, mais c'est un peu mieux que le Liban, je dirais. Ben non, puisqu'on parle des élections législatives au Liban. C'est pas une question seulement de démocratie et d'élections directes ou pas. C'est une question aussi de la stratégie qui est mise pour le pays. Aujourd'hui, on sent qu'au Liban, il n'y a pas de stratégie. On sent qu'il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de capitaine à bord. La différence, c'est qu'en Syrie, il y a un capitaine à bord. Il y a un capitaine qui dit « je veux aller là ». Et je suis en train d'aller de ce côté. Sauf qu'au Liban, vous pouvez faire autant d'élections que vous voulez. S'il n'y a pas véritablement de capitaine à bord, s'il n'y a pas véritablement un cap... Il a une feuille de route, Ahmed El-Shara. Ok, pourquoi on n'aurait pas une feuille de route? Voilà, il a une feuille de route, qu'elle nous plaise ou pas, elle plaît au monde international et que tout le monde court vers la Syrie pour investir là-bas. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Américains. Vous aimeriez être désigné, vous C'est pas une question de désignation. Je ne vis pas dans le même modèle que la Syrie. Il est pas loin, le modèle libanais est différent du modèle syrien, il est clair. Sauf que moi, ce que je souhaiterais au Liban, c'est d'avoir un cap sur lequel on peut travailler. Et ce cap n'est pas encore bien désigné et bien déterminé. Et à propos, puisqu'on est dans des élections législatives, vous pensez que celle-là, très rapidement, les nôtres, en mai, auront lieu? J'espère bien qu'elles auront lieu. Malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles. Il faut que le désarmement ait eu lieu déjà. Parce que sinon, le Hezbollah revient au Parlement, par la force des armes. Disons-le clairement, nous avons fait énormément d'élections depuis 1992, sous la tutelle syrienne, sous la tutelle des forces du Hezbollah. En 2005, après l'assassinat de Hariri, avec la force de frappe du Hezbollah. En 2018, en 2022, le Hezbollah était là. Donc, on le fasse ou pas, ce n'est pas une question de faire des élections. Il est armé. Oui, il a toujours été armé. Donc, les armes sont des arguments convaincants, en général, dans les urnes. Sûrement. Et c'est pour ça qu'on veut, pas seulement dans les urnes, dans la situation politique générale. Il est clair qu'aujourd'hui, le Hezbollah et les armes du Hezbollah ont intrinsèquement changé la politique locale du Liban, que ce soit dans la formation des gouvernements, dans les élections présidentielles ou bien dans les élections législatives. C'est pour ça qu'on ne veut plus d'armes, parce que les armes ont été utilisées vers l'intérieur. On se rappelle du 7 mai, on se rappelle des chemises noires, on se rappelle aussi de l'assassinat de Mohamed Chatah, qui a changé en moins de 24 heures la désignation du Premier ministre et la formation du gouvernement. Tout ça a un impact direct. La seule chose que je suis en train de dire, les élections doivent avoir lieu, quelle que soit la situation. Cependant, bien sûr, si les armes du Hezbollah ou bien le Hezbollah est désarmé d'ici mai 2026, c'est une chose en plus et c'est quelque chose de très important. J'ai encore quelques petites questions. Je sais que ça vous tient à cœur, vous suivez de près, vous, le drame de l'explosion du port de Beyrouth. 5 ans après, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il y a l'affréteur du Resus, ce bateau qui a transporté le nitrate d'ammonium en 2014 au port de Beyrouth. Et ben, ce monsieur, l'affréteur, qui est un russo-chypriote, Igor Grechouchkin, a été arrêté il y a quelques jours en Bulgarie et le Liban demande son extradition. Est-ce que ça veut dire que l'enquête avance ou c'est pour le folklore? Je ne sais pas si l'enquête avance ou pas, mais il est clair qu'aujourd'hui... Il serait temps quand même. Sûrement. Et je crois qu'il aurait été temps depuis longtemps au juge d'instruction d'émettre son rapport et de faire sortir son rapport. Il n'y a aucune raison d'attendre 5 ans pour émettre un rapport. Peut-être que ce monsieur, s'il est extradé, va dire des choses. Mais déjà, même, le problème de l'extradiction, maintenant on rentre dans un autre débat qui est un débat judiciaire, c'est qu'on sait très bien que les Européens ne vont jamais extradier. On a un accord avec la Bulgarie. Oui, il y a un accord avec la Bulgarie, sauf que les peines pour lesquelles il peut être condamné, cet affréteur, c'est la peine de mort. Et il est très clair dans notre accord avec les Européens qu'on ne peut pas extradier un personnage. On peut s'engager à ne pas appliquer la peine de mort, ce qui a déjà été fait, je crois. Cela veut dire que vous êtes en train de vous immiscer directement dans la justice et dans le service judiciaire. Et cela, je doute que les Européens puissent accepter l'extradition. Je ne parle pas, j'aurais souhaité ça, mais je crois qu'il va y avoir énormément de complexité pour que l'affréteur puisse venir au Liban. Pour être honnête. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va véritablement déterminer à qui a bénéficié ce nitrate? C'est là toute la question. Ce n'est pas une question. On le sait, mais juridiquement, on ne le sait pas.
Je crois qu'on peut le savoir très facilement. Sauf que, et là, j'émets énormément de réserves sur ce juge d'instruction. Il y a beaucoup de personnes qu'il n'a pas demandé à voir. Il a demandé à voir le Premier ministre de l'époque. Très bien, mais pourquoi il n'a pas demandé à voir le président? Il a demandé à faire de l'instruction avec beaucoup de corps d'armée ou bien de responsables militaires. Il n'a pas demandé à voir les personnes en charge directement du port, qui étaient les responsables des mukhabarat de l'armée ou bien le chef de l'armée de l'époque. Tout cela démontre aussi qu'il y a eu un chaud et froid dans le processus d'instruction. En tout cas, c'est une enquête que vous allez suivre de près. Sûrement, c'est une enquête que je suis de près. Vous viendrez nous en parler. Je peux venir vous en parler si j'ai des détails. Je n'ai pas véritablement les détails et les... De toute façon, vous venez quand vous voulez. Hein, la porte est ouverte. Merci beaucoup d'être venu passer ces quelques minutes avec nous. Merci Restez sur Ici Beyrouth et This is Beyrouth et suivez tous nos programmes. Il y en a beaucoup aujourd'hui et demain sur l'ensemble de nos plateformes, les réseaux sociaux, nos sites web. Merci beaucoup. Merci Nadim. Merci à vous. Merci Marc.